à tous et bienvenue autour de votre grande table du jeudi. Quelles sont les nouvelles lois du web? Que peuvent le juge et le législateur face à la haine en ligne? Le chercheur en sciences de l'information Romain Badoir sera notre invité à partir de 12h55 pour en parler. Mais d'abord, les rues de New York vides, ses habitants enfermés chez eux. Le nouveau roman de Don DeLillo a été écrit avant la pandémie et pourtant on s'y croirait une fois encore. Retour sur l'œuvre visionnaire de ce géant de la littérature américaine à l'occasion de l'apparition de son dernier livre, Le Silence, chez Actes Sud, avec sa traductrice Marianne Véron et avec l'américain Bret Easton Ellis, l'auteur de American Psycho et de Glamorama, qui est un fan absolu de Don DeLillo, de Los Angeles où il vit. Il a accepté d'en parler avec Henri Leblanc de La Grande Table. Bienvenue à tous, on est ensemble jusqu'à 13h30. La Grande Table, Olivia Gesbert. Bien sûr, d'une certaine façon, c'est difficile de parler d'un écrivain comme d'un terroriste, fanatique. Voilà, vous trouvez là à travailler, vous ressentez le doute et vous vous dites, voilà, il faut que j'aille au bout de cela. C'est donc une volonté qui vous pousse. Et d'une certaine façon, c'est la seule façon de survivre. Écrire est une question de survie. Écrire pour survivre, la voix de Don DeLillo en ouverture de cette émission qui lui est consacrée. L'auteur de 0K, de Americana ou encore de Cosmopolis et Point Oméga trempe une fois encore la plume dans les failles d'un monde dont il déplore entre autres la vacuité, les faux-semblants et la violence. Le Silence, son nouveau roman, traduit par Sabrina Duncan, imagine dans un futur proche ce jour qui devait arriver, celui où tout s'éteint, les écrans, les connexions Internet, la panne ou la fin. Avec nous, Marianne Véron, bonjour. Bonjour Olivia. Vous êtes ce qu'on appelle la traductrice historique de Don DeLillo parce que vous avez traduit la plupart de ses romans et notamment ceux que je viens de citer. Pas celui-ci, une petite infidélité, mais vous vous retrouverez probablement bientôt. Comment il va, Don DeLillo? Est-ce que vous avez gardé le contact avec lui? Non, c'est un homme un peu, je dirais pas reclus, parce qu'il a fait des progrès sur ce plan-là, mais c'est tout de même un homme très, très solitaire. Et moi, je n'ai plus de raison, je ne le traduis plus, pour des raisons variées, qui n'ont rien à voir avec lui, rien à voir avec des questions familiales, pour moi. Mais je trouve que la traduction de Sabrina Duncan est excellente. Alors voilà, elle se lit comme une écriture et non pas comme une traduction, ce qui est quand même extrêmement agréable. Il a gagé une bonne traduction, peut-être. C'est ce que j'appelle une bonne traduction. Oui. Le Silence, c'est le titre qu'il a donc donné à ce dernier roman qui paraît chez Actes Sud et qui est un peu la règle qu'il s'est fixée. C'est pour ça que Don DeLillo se fait rare et on l'entend de moins en moins. Quelle place occupe ce livre que vous avez lu, Marianne Véron, dans sa bibliographie? En tout cas, on aurait tendance à penser pas une place à part, hein, car on y retrouve beaucoup des motifs qui sont quand même présents dans ses précédents romans. C'est-à-dire que ces motifs, il les choisit dans sa tête, comme tous les écrivains, mais il collectionne des coupures de presse, il traque les coupures de presse anciennes, et ses livres partent d'une idée qui s'appuie sur des moments précis du New York Times cités. Et par exemple, il y a eu une grande panne générale à New York il y a quelques années, et une grande panne électrique, il n'y avait plus d'ascenseur, il n'y avait plus de lumière, plus rien. Il y a eu cette panne. C'était technique, c'était pas du tout terroriste. Et donc, je pense tout de même que cette panne a une petite raison d'être là. Et sinon, il y avait des matchs de baseball historiques. Et une première page du New York Times, c'était Underworld, c'est-à-dire qu'on a Outre-Monde. Et dans Outre-Monde, il y a en parallèle un match de baseball qui était en première page du New York Times un jour. C'est lui qui me l'a raconté, donc moi je cite. Et en même temps, sur la même page, une affaire de ce monsieur qui était directeur du FBI. Et ils étaient tous les deux côte à côte, ces deux sujets,
en première page. Et du coup, il a eu l'idée, l'envie de tisser les deux ensemble et d'alterner les personnages, la situation, où évidemment que je suis une vieille dame, et donc je ne retrouve plus le nom de ce type, et tout le monde pourra me le crier, mais pas pour ici. l'instant, tout le monde fait silence. Hein. Oui. Oui, je sais, c'est sans espoir. Personne ne m'aidera. Mais donc, c'est parti, le livre s'est enroulé autour de ça, avec un découpage très particulier. Alors, le silence, il y a eu cette grande panne à New York, donc il y a quelques années, qui avait saisi tout le monde, avec des pillages, rien de tragique, mais très très dramatique, très spectaculaire, très angoissant. Donc il n'est pas exclu qu'il y ait une petite coupure de presse quelque part dans un dossier de Tonne à ce sujet, et qu'il l'ait développé. Maintenant, son sujet à lui, toute sa vie, c'était le chaos, c'est-à-dire l'ordinaire, la vie ordinaire, des choses très ennuyeuses. Le petit déjeuner, elle prend le jus d'orange, elle sort le truc, elle sort ses... Et puis, on glisse un tout petit pas de côté, et brutalement, mais on se trouve dans l'horreur totale, le chaos, la fin du monde, juste parce qu'il y a un abîme. On est toujours au bord de l'abîme, et on risque toujours sa peau, juste sa folie, son cerveau, simplement pour un petit pas de côté d'une chose qui ne va plus tout d'un coup. Et c'est toujours comme ça avec Delillo. Et ce que j'ai adoré chez lui, c'était ces descriptions de scènes, de fin, pas de fin du monde, mais des scènes apocalyptiques, survenues comme ça d'une petite erreur, d'une chose, et qui se développe, et qui devient monstrueuse, et qui devient souvent la fin du monde ou la fin d'un monde. Voilà, et vous le racontez, on est toujours avec lui sur le fil. Toujours sur le fil. Au bord du précipice. Toujours sur le fil. Alors, vous avez... Comme l'homme qui tombe, qui est toujours qui est au bord du précipice. C'est vraiment ça. Et vous êtes entré, vous, dans l'œuvre, dans la pensée, peut-être dans le cœur aussi de Don DeLillo à travers ses mots. Je rappelle que vous en êtes sa traductrice. Lui est un grand fan de Don DeLillo, un lecteur chevronné de l'auteur américain comme lui. Henri Leblanc a posé la même question, cette question de la place du silence, la particularité, la singularité de ce nouveau roman par rapport à ses précédents, à Bret Easton Ellis. Beaucoup de ses livres publiés depuis 20 ans, après Outre-Monde, sont des romans courts, et de plus en plus courts. C'est ce qui arrive aux romanciers âgés. C'est arrivé à Philippe Roth, par exemple. C'est très difficile de se concentrer sur un roman, sur une longue période. Les nombreuses années pendant lesquelles DeLillo s'est retiré, entre Mao II et Outre-Monde, c'est la plus longue période chez lui, a été consacrée à écrire les 800 pages d'Outre-Monde, son magnum opus consacré à l'histoire secrète du XXe siècle. Et ça l'a épuisé. C'est difficile de maintenir une telle concentration sur un livre. Les romans sont donc devenus plus courts, plus denses, plus ramassés. Et ils n'ont plus l'ambition des œuvres des années 80 ou 90. Le silence, c'est presque un roman ultime, comme un murmure. Tous les thèmes de DeLillo y sont. La conspiration, et même des bribes de science-fiction. Mais pourtant, c'est vraiment ancré dans la réalité. Et ça parle de pop culture. DeLillo a toujours été obsédé par ça, et par son influence sur la société. Ça a été un peu une surprise pour moi de recevoir le roman par la poste et de découvrir combien il était court. Et pourtant, pour un fan, ou un collectionneur, quelqu'un qui a besoin de tout posséder de DeLillo, bien sûr, il faut lire Le Silence. Mais c'est un roman très différent de la plume d'un auteur qui est bien plus âgé maintenant. C'est un roman presque là, quelque part. Un roman là. Et même si Don DeLillo garde son talent pour vous faire peur ou pour vous faire rire, ou pour mettre une scène en place, tout ça, c'est dans Le Silence. Mais c'est presque une nouvelle. C'est très bref.
Bret Easton Ellis, traduit par Harold Manning. Marianne Véron, sa théorie de l'homme mûr concernant Don DeLillo, est-ce qu'elle vous convainc de livre en livre? Est-ce que vous avez senti, vous aussi, son souffle romanesque, son grand souffle, puissant souffle romanesque, se raccourcir un peu? C'est pas vraiment une fatigue s'installer. Non, se préciser. Mais... Se préciser. Se préciser. J'en ai parlé avec lui, je me souviens, à un dîner. Et on était côte à côte, il y avait plein de monde autour de la table, donc on était tranquille. Et je lui disais, j'ai l'impression, parce que moi, ce que j'aime dans vos livres, ce que j'aime traduire, c'est pas ce que j'aime dans vos livres, c'est ce que j'aime moi traduire, ce qui me donne du plaisir. Ce sont vos grandes descriptions folles et d'un visuel terrifiant, c'est magnifique, c'est drôle, c'est affreux, c'est fantastique à traduire. Moi, je ris de plaisir quand je traduis ça. Mais je lui dis, il y en a de moins en moins, vous épurez. Il m'a dit, oui, j'épure, effectivement. Petit à petit, j'épure mes livres. J'ai démarré avec des noms des propres. Je ne parle pas du livre, les noms. Je parle des accumulations. Il avait quand même commencé par travailler dans la publicité, dans sa jeunesse, après l'université. Et donc, il accumulait dans ses livres des noms de marques. Il fallait le nom de la marque des chocs à pic, on va dire, puisque c'est le nom qui reste à peu près. Mais il fallait les noms de tout, de la lessive, du produit. Il accumulait des noms. Petit à petit, les noms ont disparu, mais les descriptions sont restées. Et puis les descriptions se sont faites plus rares. Et puis les descriptions se sont raccourci, et il était de plus en plus sur une vision sombre, sans fioriture. Donc il a épuré toute sa vie, et on arrive à ce tout petit livre qui est hallucinant. Et ce que je trouve, si vous me permettez de continuer, passionnant, c'est qu'il disait déjà il y a 30 ans, ça s'est pas arrangé, que la télévision avait tué les intellectuels, l'analyse, parce que la télévision avait amené le terrorisme. Et que le terrorisme, ça fait du bruit à la télévision, c'est un retentissement colossal, et donc les gens sont fascinés, et le terrorisme, c'est ce qui paye de façon la plus intéressante. Donc la télévision, pour lui, avait amené le terrorisme. On a parlé de ça bien avant Internet et les réseaux sociaux, et je pense que j'imagine à peu près, vous aussi, ce qu'il aurait dit à propos des réseaux sociaux. Et ce qu'il en pense aujourd'hui. Et ce qu'il en pense aujourd'hui. Il n'est pas mort. Mais ce qui est intéressant, une des nombreuses choses très intéressantes dans ce petit livre très condensé, et qui ne se lit pas comme un condensé, parce qu'il est détaillé, il avance tranquillement. C'est qu'il y a un homme dans un avion qui est fasciné, qui ne peut pas détourner ses yeux de l'écran, où on voit l'altitude, enfin dans les avions, quand on a sur l'écran le machin, vous avez l'altitude, les kilomètres, la vitesse, la température dehors. Et il est fasciné par ça, il le lit même à voix haute à sa femme dans l'espoir qu'elle va l'écouter. Elle écrit ses souvenirs, ses cartes postales, c'est je sais pas quoi. Donc elle est détachée de l'écran. Et pendant ce temps-là, leurs amis à New York sont devant l'écran, ils attendent le match, le fameux match qu'ils doivent regarder tous ensemble quand les autres sont arrivés. Et le type est donc encore un homme. J'en tire pas des conclusions, juste je suis frappé par ça. Encore un homme qui est collé devant l'image, devant l'écran, qui ne peut pas s'en décoller. Et à partir du moment où l'image s'arrête, où tout s'éteint, où on tombe dans le noir, il invente le match, il fait le commentaire comme si le match avait lieu. Il ne peut pas ne plus croire à l'image. Donc il est bloqué là, il fait le commentaire, il boit, et il fait le commentaire comme si le match avait lieu pendant toute la durée du match, et rien ne peut l'interrompre. Mais vous évoquez cette écriture épurée. On a l'impression aussi qu'il y a dans la pensée, dans le fond même, à travers ce court roman, un retour à l'essentiel, que c'est presque un Don DeLillo philosophe qui apparaît. Et quand il écrit et quand il nous dit « Apparemment, tous les écrans sont devenus noirs, partout. Que nous reste-t-il à voir, à entendre, à ressentir ?» C'est tout le problème, que les écrans ont pris la vie des gens. Et là aussi, chez eux à New York, donc dans cet appartement où lui, le type, le mari, invente le match parce qu'il ne peut pas se passer de son match, il ne peut pas croire, il ne peut pas accepter l'idée qu'il n'y a plus rien. Et sa femme, elle, est tout à fait détachée de ça, et elle parle avec un troisième personnage qui est un ancien élève, qui est un scientifique, et qui cite Einstein de bout en bout sans arrêt. Il cite Einstein parce qu'il se raccroche à du vrai. Il ne peut pas croire que c'est fini, que la science a explosé. Et donc, il est accroché à Einstein. Il le cite à l'endroit à l'envers, il est perdu. Il ne peut plus exister que raccroché à Einstein qui était réel. Et il ne peut pas accepter ce qui se passe parce que ce n'est pas acceptable. C'est intolérable. Les écrans ont tout dévoré. Ils ont dévoré notre regard, notre oui, ils ont aussi dévoré notre manière de toucher, de ressentir. Ils ont tout mangé. Extrait de Le silence de Don DeLillo.
Et qu'est-ce qui se passe ensuite, demande Tessa. C'était dans les marges de notre perception depuis toujours. Panne d'électricité, technologie qui dérape, une chose puis une autre. On en a été témoin à plusieurs reprises, chez nous comme ailleurs. Tempêtes, feux de forêt, évacuations, typhons, tornades, sécheresses, brouillard épais, air pestilentiel, glissement de terrain, tsunamis, rivières qui disparaissent, maisons qui s'effondrent, bâtiments entiers qui s'écroulent, ciel saturé de pollution. Excusez-moi, je vais essayer de me taire. Tous ces souvenirs, encore frais dans les mémoires, virus, épidémies, cette ribambelle de gens dans les terminaux des aéroports, les masques sur leurs visages, ces rues désertes dans les villes. Alors voilà, je rappelle que ce livre, ce roman, Le silence, a été écrit avant la pandémie. Qu'est-ce qu'on va dire ? On va dire Don DeLillo visionnaire, une fois encore. Et c'est sûrement la question à laquelle il a dû le plus souvent essayer de répondre, comme en 2016 sur France Culture, à l'occasion de la sortie de son livre « 0K ». J'essaye pas d'avoir ce sens de la prophétie. Je ne sais pas comment ça se produit. Je sais néanmoins que certains de mes lecteurs trouvent qu'il y a de la prophétie dans mes livres, mais c'est quelque chose qui est très très éloigné de mon esprit. Je crois que ce qui se passe, c'est que peut-être j'écris sur quelque chose qui existe dans la culture, mais qui n'a pas forcément été remarqué par les autres. Et puis finalement, ça devient visible, c'est perçu, et c'est ça, je crois, qui donne l'impression que j'ai réalisé une espèce de prédiction pour ces choses qui se produisent. Mais ce n'est pas du tout quelque chose que je ferais intentionnellement, jamais. Voilà, une fois encore, le roman Le silence a été remis à son éditeur en mars 2020, avant le premier confinement, avant cette pandémie mondiale. On rappelle qu'il aurait aussi prédit l'attentat du World Trade Center dans son roman Joueur en 1977. Don DeLillo, visionnaire, il décline. Et pourtant, comment vous l'expliquez-vous, Marianne Véron ? Comment expliquer que ces intuitions littéraires finissent par prendre forme dans la réalité ? C'est-à-dire que, comme je l'avançais tout à l'heure, il s'inspire de réalités pour les pousser jusqu'à un éventuel développement et explosion. Donc, il y avait eu un attentat à la tour, à une des deux grandes tours, les tours jumelles. Il y avait eu un attentat avec une camionnette et finalement ça avait été déjoué au dernier moment, mais il y avait des bombes. Enfin, il y a eu une histoire, je ne sais plus en quelle année, bien avant. Donc ça l'a inspiré. Donc il prend des réalités, des scènes de pillage, des émeutes, des choses qui existent, qui a toujours eu. Et à partir de là, il construit jusqu'où ça peut aller, jusqu'où ça pourrait aller. Et de temps en temps, ça va jusque-là. Et donc il a vu ce qui était possible, et ce qui était possible est arrivé. Donc on l'appelle visionnaire. En fait, il est logique. Il est sémiologue aussi. Il ne loupe aucun des signes, de ces petits signes. Aucun des signes. Qui apparaissent au quotidien. C'est ça. C'est son analyse. C'est un analyste. C'est un homme mutique. C'est très difficile de lui arracher quelques mots. J'ai essayé de l'interviewer, donc je sais de quoi je parle. Et il est concentré dans l'observation, la pensée, le développement. Je ne dirais pas qu'il est dans son rêve du tout. Il est attentif. Oui. Il reste romancier, Don DeLillo. C'est d'abord un écrivain, d'abord un romancier, d'abord quelqu'un qui donne forme à son imagination à travers ses livres. Est-ce que c'est pas nous, parfois, au fond, qui commettons peut-être un peu l'erreur de le prendre trop au sérieux, de ne pas voir, de ne pas savourer aussi la part d'absurde, voire de comique, qui se trouve aussi dans son œuvre. Bret Easton Ellis a une petite idée sur la question. Il l'a donnée et transmise à Henri Leblanc. Si votre sujet, c'est la vie contemporaine américaine, comme c'est le cas, souvent, chez DeLillo, en tant qu'auteur, l'absurdité est souvent constitutive de ce monde, qui l'obsède et qui le passionne. Et c'est le cas depuis son premier roman, depuis Americana, qu'il a publié en 1970. Un roman en forme de road trip. Il a toujours eu le talent de mettre le doigt sur l'absurdité du monde. Mais ce n'est pas pour l'effet comique. Ce qui rend DeLillo génial, c'est que l'absurdité qu'il montre de la vie américaine, ou universelle aussi, n'est pas ce que nous aurions vu, nous, comme absurde. DeLillo met le doigt dessus pour nous. Et souvent sur l'humour, ou la dissonance, ou la peur.
ou la gêne. Ses romans sont souvent assez effrayants. Ces 4 ou 5 monologues qui terminent le roman, là où les personnages parlent pour eux-mêmes. Oui, c'est très Don DeLillo. Ce qu'on remarque tout de suite chez lui, c'est son talent pour le dialogue. Ce qu'il écrit, quelque part, c'est le dialogue secret. C'est plein de sens, mais ce n'est pas comme ça que les gens se parlent dans la vie. C'est la réalité de tout ce qu'il y a de faux dans beaucoup de conversations entre les gens. C'est le quotidien que DeLillo capte vraiment parfaitement. Mais c'est un dialogue vrai, parce que on parle souvent des dialogues, on se dit qu'est-ce qu'il y a dedans, il y a des mensonges, il y a des paroles, il y a des échanges. Mais chez DeLillo, le dialogue semble faux. Mais il est la vérité authentique des personnages. C'est un dialogue secret. Voilà, Bret Easton Ellis nous parle de Don DeLillo comme un grand styliste. Il évoque et souligne son sens du dialogue avec Henri Leblanc, Marianne Véron. Vous insistiez aussi, vous, sur son sens inné de la description. Ensemble, jusqu'à 13h30, on parle de Don DeLillo, l'écrivain américain dont le dernier roman, Le Silence, traduit par Sabrina Duncan, vient de paraître chez Actes Sud. France Culture. La Grande Table. Olivia Gesbert. Les Noms, Marianne Véron, est le premier roman, le premier livre de lui que vous avez traduit. Est-ce que ça a été une bonne entrée en matière dans sa langue, dans son univers ? Alors l'univers, on l'a un peu évoqué déjà, mais dans la langue de Don DeLillo. Ça a été un choc prodigieux. C'était formidable. Tout d'un coup, c'était une découverte croustillante, nouvelle, un imaginaire mystérieux, malsain bien sûr, mais c'était une écriture inimitable, c'était une découverte. J'ai eu la chance qu'Actes Sud pense à moi pour faire ce livre. Moi, je ne connaissais pas Don DeLillo. Il y avait eu 2 livres, Bruit de fond, qui étaient publiés chez Stock. Et ils ont arrêté, sans doute parce qu'ils n'avaient pas rencontré leur public. Ça arrive souvent qu'on amène un auteur trop tôt pour un public qui n'est pas préparé, parce que c'est trop différent de ses habitudes. Et j'ai eu la chance de traduire ça, et c'était une révélation. Cette recherche du mot primal, là, là je lisais un livre sur l'écriture primale et je repensais au nom. Donc il y a eu une magnifique adaptation théâtrale il y a 2 ans à l'Odéon, l'Odéon Europe, pardon. Vous parlez de Don DeLillo, Je parle de Don DeLillo, de livre Les Noms. Et c'est aussi, et c'est ça qui est étonnant, on va l'écouter encore sur ce point, le roman qui a marqué Bret Easton Ellis, ce roman qui a été la porte d'entrée pour lui dans l'œuvre de Don DeLillo. Il le relit d'ailleurs tous les 10 ans, nous racontait-il, comme il le disait donc encore avant-hier, de chez lui à Los Angeles. Je pense vraiment que Les Noms est un de ces romans qui vous hantent et que je ne comprendrai jamais totalement. Mais je le relis tous les 10 ans. J'y retourne, il me hante. Il y a là un mystère indéchiffrable. C'est une énigme dont on n'a pas la solution. Et c'est ça qui le rend si fascinant. Ce qui est remarquable chez DeLillo, la raison pourquoi son style fonctionne, c'est que les grands écrivains gardent une sorte d'objectivité. Ils arrivent à très calmement juger la valeur de leur univers et d'en faire leur sujet. C'est parfois critiqué et vu comme de l'austérité. Mais moi, je trouve que cette austérité, c'est de l'objectivité. Les meilleurs auteurs ont cela vraiment. C'est la meilleure façon de raconter une histoire, ou une obsession, ou votre idée du monde. C'est un style simple et assertif qui est aussi dans le détail, ce qui ajoute au côté inquiétant de son œuvre. C'est une œuvre qui s'intéresse à la conspiration, au mystère, aux énigmes
qui ne sont jamais clairement élucidés. Des motifs qu'il présente au lecteur pour que nous tentions de les éclairer. Mais il nous aide, car il a ce style très simple qui nous guide à travers les dédales qu'il crée. Et c'était une prouesse, vous l'évoquiez, Marianne Véron, de l'adapter au théâtre, Don DeLillo, qui a inspiré la jeune génération des metteurs en scène, comme Julien Gosselin, qui a mis en scène cette trilogie, Joueur, Mao 2, Les Noms, 3 romans que vous avez traduits, vous, en France, pour nous. Qu'est-ce qui explique qu'il soit aussi, Don DeLillo, jamais copié, mais pourtant qu'il a énormément influencé. Et c'est Bret Easton Ellis notamment qui racontait comment Don DeLillo l'a marqué au fer rouge pour son roman Glamorama, comment Don DeLillo avait été pour lui une étoile du berger dans toute l'écriture de ce livre-là et d'autres encore. Écoutez, Les Noms, c'est le premier livre que Paul Auster, qui est un auteur d'Actes Sud, avait suggéré DeLillo à Actes Sud. Et le premier livre qu'il leur a proposé, c'était Les Noms, qui évidemment enthousiasmait formidablement tout le monde. Mais c'est intéressant comme il passe, toujours du petit détail, des choses, une accumulation de détails sans grande signification, de la banalité de la vie. Et puis, la bascule est là, comme on disait tout à l'heure. C'est ça qui en fait un auteur à part pour vous ? Ah oui. Et ses descriptions extraordinaires. Cette espèce de vision, il n'a pas peur de patauger dans l'horreur. Et dans L'Étoile de Ratner, il y a un passage que j'oublierai jamais, que j'ai traduit il y a très longtemps, mais il me reste encore cette vision extraordinaire de fin du monde où les gens sont réduits à se jeter dans des trous pour se dissimuler Est-ce que c'est une violence nucléaire ? Est-ce que c'est une violence extraterrestre ? Est-ce que c'est une explosion ? Mais les gens se jettent comme des lapins dans des trous. Et ce type se trouve dans une espèce de caverne, envahie de chauves-souris, elles ont leur domicile. Et donc, il prend un bain de fiente, littéralement, et sa lampe tombe, et il est là, à patauger dans la fiente, dans cette espèce de gouffre. C'est une vision hallucinante qui ne me quittera jamais. Comme toute l'atmosphère et tout l'univers de ces livres que vous venez d'évoquer pour nous, Marianne Véron, merci beaucoup à l'occasion de la parution chez Actes Sud de ce roman Le Silence, le dernier né de Don DeLillo. Vous recommandez aussi le livre de Florian Tréguer, Don DeLillo, une écriture paranoïaque de l'Amérique. Il est sorti en début d'année aux presses universitaires de Rennes. Et le nouveau roman de Bret Easton Ellis, qui nous a accordé cet entretien, il s'intitule The Shards et il est disponible pour l'instant en audio-livre sur le podcast de Bret Easton Ellis sur, si je le fais à la française, patreon.com. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous. Merci. Merci de m'avoir reçu, Olivia.